Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlez-vous public, une émission proposée par VK en partenariat avec la Casden Banque Populaire, la banque coopérative de la fonction publique. Le principe de cette émission est simple, un thème et deux invités. Et la question que nous nous poserons aujourd'hui, en cette période d'élection municipale, est celle de la responsabilité éthique et de la loyauté de dirigeants territoriaux et tout particulièrement des directeurs et directrices générales de services des collectivités locales. En effet, les tensions sociales et sociétales amplifiées par la crise institutionnelle française teintent les municipales d'une couleur d'interrogation forte pour de nombreux DGS, DGS étant les directeurs généraux de services. Car se pose de manière cruciale la question de la parole publique, individuelle et ou collective, les limites des acceptations possibles, des résistances éventuelles du respect des choix des citoyens. Le syndicat des directeurs généraux, SNDGCT, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, s'est emparé de ce sujet lors d'une récente convention au cours de laquelle plusieurs questions ont été posées face à des situations inédites d'alternance politique. Parmi ces questions, quelle posture entre responsabilité professionnelle et conviction personnelle? Que faire face à des dilemmes éthiques ou des conflits de loyauté? Quid de l'obligation de réserve souvent mal interprétée? Où trouver l'équilibre entre la liberté d'opinion et celle d'expression? Et comment cela s'articule-t-il avec l'accompagnement d'un syndicat professionnel? Avec nos deux invités, nous tenterons de répondre à ces questions qui touchent le champ de la responsabilité éthique, c'est-à-dire la capacité de répondre du bien fondé de sa décision et de l'action qui en découle. Deux invités que je m'empresse de vous présenter. Hélène Guillet, présidente du SNDGCT, syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, qui est partenaire de cette émission. Vous êtes également DGS du Centre de gestion de la Loire-Atlantique. Bonjour Hélène. Bonjour. Et Samuel Diens, avocat associé au sein du cabinet Goutal Alibert et Associés, fin connaisseur des réalités d'une fonction publique territoriale à laquelle vous avez appartenu. Bonjour. Bonjour Samuel. Je vais commencer par vous, Hélène Guillet. Pourquoi avoir choisi cet angle pour la convention que j'évoquais en introduction et comment l'articuler entre la légitimité du syndicat et le libre arbitre de ses membres? Merci pour la question, parce qu'en fait, c'est un sujet qui n'a pas émergé comme ça. C'est le fruit à la fois d'une réflexion depuis de très nombreuses années de la place et du rôle du SNDGCT, et puis d'un certain nombre de facteurs qui se sont présentés au fil des mois cette dernière année, notamment dans la perspective des municipales, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est toujours un temps particulier pour le SNDGCT. Le premier point, c'est qu'il y a environ 18 mois, 2 ans, j'ai impulsé une étude à l'échelle nationale auprès de nos quasiment 4000 membres sur la place et le rôle des DG, DGS et DGA, Direction Générale de Services et Direction Générale Adjointe, et qui a donné lieu à beaucoup de sujets. Et il y a un chiffre que je peux citer ce matin qui est en relation avec la réflexion que j'ai conduite. 70% de nos collègues restent extrêmement motivés, très motivés évidemment, mais dans le même temps ont un moral en berne. Et donc, il y a un décrochage entre capacité à impulser, avec une forme de découragement et d'épuisement professionnel et motivation à exercer dans la fonction. Ça, c'était un premier déclencheur qui venait conforter le rôle du syndicat en tant que soutien de ses adhérents et plus largement de tous les DG qui ne sont pas nécessairement membres. Le deuxième facteur déclencheur, c'est ce que j'évoquais autour des municipales. Alors, l'ensemble des élections sont toujours des moments cruciaux, mais les municipales particulièrement, parce que la plupart de nos membres sont DG en commune ou interco. Et les municipales sont toujours un temps de mercato très important, avec tout ce qui va bien sur des mobilités choisies et tout ce qui va moins bien sur des mobilités subies. Et au fil des temporalités municipales, on se rend compte que les règles sont totalement effacées, que l'alternance politique n'est plus seulement une
l'une des raisons pour lesquelles on demande à son DG de partir, et que ça se fait aussi parfois dans des conditions qui sont assez déplorables et humainement très difficiles à vivre. Et le syndicat a toujours été présent, avec notamment le président qui est précédent, qui a beaucoup impulsé ces questions-là. Et j'ai renforcé cette dimension-là. Néanmoins, 2026, dans le contexte d'instabilité que nous connaissons, présente des caractéristiques particulières. Ce que vous citez, c'est une réalité qui est assez mal connue. C'est une réalité qui est assez mal connue, avec l'impression que, évidemment, les DG sont comme l'ensemble des fonctionnaires inamovibles et là pour durer, ce qui est totalement faux quand on connaît le fonctionnement, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur ce triptyque de loyauté justement et du rôle de la direction générale. Le troisième élément de contexte, c'est le contexte que vous avez cité de repli sur soi, le contexte de tension extrême et d'extrémisme de toute nature, qu'ils soient ces extrémismes religieux, sociaux, idéologiques, avec évidemment pour les directions générales des questions à se poser au regard de la déontologie de ces fonctions. Et puis le dernier élément, c'est celui des facteurs aggravants de tous ces aspects-là, avec la présence des réseaux sociaux, des violences qui s'exercent sur les réseaux sociaux, de la mise au pilori de gens qui n'exercent simplement que leurs fonctions ou qui ont des fonctions exposées, et de l'intelligence artificielle avec tous les mouvements d'ingérence et de manipulation qui peuvent venir accroître les difficultés. Et du coup, à la faveur aussi, je dirais en trame de fond, de sollicitations, d'inquiétudes exprimées par un certain nombre de collègues, d'interrogations, y compris de dire mais que fera le SNDGCT au moment des municipales. Moi, je me suis interrogée aussi en partant de moi et des collègues qui me sollicitaient, autour de c'est quoi la valeur de ma parole, comment cette parole, je la mets en lien avec ma fonction et la valeur de cette fonction, mais aussi les responsabilités qui incombent à cette fonction, et c'est quoi mon rôle, à la fois en tant que DG, à 360, et c'est quoi mon rôle en tant que présidente du SNDGCT. Et donc, à partir de ces équations complexes, avec beaucoup d'humilité, parce que le SNDGCT n'a pas du tout la prétention de répondre à toutes les questions, la ligne, moi, m'a semblé assez claire de dire ce qui compte, c'est de faciliter, favoriser la réflexion par à la fois de l'approche historique, juridique et sociale, de bien comprendre comment se mettent en place les mécanismes d'opinion au regard d'éléments très rationnels et très cartésiens, et je fais partie de ce registre-là, et du coup de se dire où est la ligne pour que chacun puisse et chacune puisse vraiment choisir son registre avec beaucoup de nuances, parce qu'il y a plein de facteurs d'ordre privé qui peuvent rentrer aussi en ligne de compte, et d'autres logiques qui ne sont pas uniquement celles de la rationalité de la fonction et de comment j'exerce cette fonction à un moment où, de toute façon, nous devons, en tant que DG, être respectueux du choix démocratique et de ce qui ressortira des urnes. Mais quand on parle, et je boucle là, et je m'en arrêterai là sur cette première question, quand on parle, et je l'ai volontairement cité, d'extrémisme, je ne pense pas uniquement, et loin s'en faut, à des extrémismes politiques. J'ai volontairement cité idéologiques, religieux et sociaux, parce que les extrémismes peuvent prendre des tas de visages en fonction de la place qu'on occupe et de ses propres convictions. Samuel, on voit bien en écoutant Hélène qu'il y a une question qui peut se poser de manière aiguë entre la responsabilité professionnelle et les convictions, puisque c'est le terme que vous avez utilisé, les convictions personnelles. Comment est-ce qu'on peut exprimer des désaccords en respectant l'institution et les valeurs de l'institution, jusqu'où peut aller l'engagement professionnel face à un cadre légal à respecter. Puis il y a un mot qui a peut-être été évoqué par Hélène, mais je ne sais pas si elle l'a dit, mais si, je crois qu'elle l'a prononcé, qui est le mot de loyauté, avec tout le questionnement qu'il peut y avoir autour de ce terme de loyauté. D'abord, savoir qu'est-ce que c'est exactement la loyauté, puis c'est un mot qui en suggère beaucoup d'autres.
Alors oui, la loyauté, c'est effectivement la ligne directrice dans les situations qui sont celles qui nous réunissent aujourd'hui, c'est-à-dire comment arriver à trouver l'équilibre entre mes convictions et le respect qui est dû à l'institution, et a fortiori par ceux qui sont l'incarnation de cette sphère de décodage entre le politique et l'administratif que sont les directions générales. Alors le terme de loyauté, c'est d'abord un mot qu'il ne faut surtout pas rendre valise. Sous peine de l'utiliser comme un standard alors que personne ne sait véritablement ce qu'on met à l'intérieur. La loyauté, premier élément peut-être de réflexion, c'est que c'est un principe, c'est une valeur, on va le voir, qui ne figure pas dans le statut. On a d'autres obligations qui figurent dans le statut, mais la loyauté n'y est pas. Et pourtant, elle l'irrigue en permanence dans tous ses aspects. Et l'une des premières significations, puisqu'il faut donner un peu de matérialité à cette notion de loyauté, c'est l'obéissance hiérarchique. C'est la première chose qui vient quand on pense à la loyauté, c'est je dois respecter les consignes, et Hélène Guillet l'a justement rappelé, ne serait-ce parce qu'il faut respecter le choix démocratique qui a été opéré par les citoyens. La volonté politique s'exprime, et en tant que cadre de direction générale, je dois être celui qui assure la mise en œuvre de ces orientations politiques-là. Mais le deuxième élément, qui vient non pas atténuer, mais compléter l'obéissance hiérarchique, c'est qu'en tant que cadre dirigeant, on n'attend pas d'être des béni-oui-oui ou des yes-men en bon français. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir être aussi dans une obéissance éclairée. Et l'obéissance éclairée, c'est aussi éclairer celui ou celle qui prend la décision. Et ça, c'est un deuxième élément extrêmement important, c'est qu'on peut exprimer aussi ses convictions à travers les conseils, les orientations, les recommandations que l'on peut formuler à l'endroit de l'élu qui dirige la collectivité, dont on est le premier ou la première collaborateur ou collaboratrice, et qui va pouvoir ensuite avoir l'ensemble des éléments à sa disposition pour bien trancher, bien décider, ou en tout cas en ayant tous les éléments de manière parfaitement intègre et honnête. Et puis une troisième dimension, et que moi je rattache volontairement à la loyauté, que certains considéreront comme le comble de la déloyauté, mais parfois signaler, alerter, devenir un lanceur d'alerte avec toutes les réserves sur lesquelles nous reviendrons bien sûr, notamment en termes de protection et en termes de suite de carrière. Tous ces éléments-là, pour moi, font aussi partie de la loyauté, dans la mesure où la loyauté n'est pas univoque. La loyauté, c'est se poser les questions. Loyauté jusqu'où ? Loyauté à qui ? Loyauté à quoi ? Tant qu'il y a une convergence, ou en tout cas une absence d'incompatibilité manifeste entre ce qu'on me demande de mettre en œuvre et ce que je suis, ce que je pense au fond de moi, c'est une chose et on peut concilier les contraires. La vie est une conciliation des contraires. En revanche, lorsqu'il y a une vraie antinomie, un vrai antagonisme qui se crée entre ce qu'on me demande de faire et ce que je suis, là vient, à mon sens, une autre forme de loyauté qui sera davantage une loyauté à soi-même, ou à des institutions républicaines ou à des valeurs de la République qui pourraient être mises à mal, et Hélène le disait très justement tout à l'heure, par des radicalismes de toutes sortes qui pourraient venir questionner l'action de l'institution à laquelle j'appartiens et partant mon action propre. Et puis, on peut se poser quand même la question de la loyauté, de la réciprocité de la loyauté. C'est-à-dire, absolument. C'est difficile d'imaginer une loyauté qui ne soit pas réciproque. Tout à fait. Ce qu'on peut attendre. Exactement. Qu'on puisse aussi, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la loyauté quand on travaille dans une administration ? C'est la confiance. C'est la confiance dans l'exercice professionnel. Cette confiance que l'on doit évidemment témoigner vis-à-vis de notre exécutif. N'oublions pas vis-à-vis aussi de nos collaborateurs. Et on verra que c'est un élément aussi qu'il ne faut jamais oublier, c'est que parfois, il faut aussi s'oublier, même si on nous demande de faire des choses qui ne conviennent peut-être pas à ce qu'on pense ou à ce qu'on ressent profondément, mais parce qu'on a aussi un rôle, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, un rôle de protection vis-à-vis de nos collaborateurs, parce que précisément, comme je l'indiquais tout à l'heure, la direction générale, elle est ce tampon. Elle est cette sphère de décryptage, de décodage, mais elle est aussi ce tampon. Oui, c'est précisément, c'est un sujet qu'on avait évoqué en préparant cette émission, c'était le fait que la loyauté, elle n'est pas toujours envers ou avec l'exécutif, parce que la loyauté aux équipes et puis et la déloyauté qui peut être ressentie par les équipes, puis un certain nombre d'autres circonstances qui peuvent arriver, qui pose la question de savoir que en fait la loyauté ou la déloyauté n'est pas toujours là où on l'attend. Alors c'est une vaste question, d'autant que
Je vais introduire 2 éléments. Le premier, je partage totalement ce que disait Samuel Liens, d'ailleurs, qui a été l'un de nos éminents membres de la conférence évoquée tout à l'heure sur la table ronde, sur la notion de mot-valise autour de la loyauté. Et donc, je pense que le premier élément, c'est d'être au clair, et ça, c'est très personnel, sur ce qu'on met derrière loyauté, en le traduisant. Donc, la question de la confiance, mais la confiance, ça signifie quoi très concrètement ? Et le deuxième registre à définir sur la loyauté, parce qu'il peut y avoir la confiance, et ensuite, ça amène à des pratiques réelles, qui peuvent être des pratiques managériales, qui peuvent être des pratiques aussi dans les échanges et dans les relations. Et c'est à 360. Donc, vous citiez à l'instant la loyauté vis-à-vis des équipes, ou la déloyauté ressentie ou perçue à la fois par les équipes et parfois soi-même en tant que DG, mais ça marche aussi entre l'exécutif, et notamment la tête de l'exécutif, et la direction générale. Et je dis souvent que la loyauté fonctionne dans les deux sens. Être loyal au chef ou à la chef de l'exécutif, c'est une évidence quand on est à la direction générale, ou bien il y a des choix à faire, et on y reviendra sans doute tout à l'heure. Samuel Liens a évoqué un certain nombre d'éléments, y compris jusqu'où je vais et à quel moment on se retire d'un environnement si on ne se sent plus sur ce registre de loyauté. Mais la direction générale est en droit d'attendre une loyauté aussi de la part de l'exécutif, pour être dans des conditions normales d'exercice des responsabilités. À plus forte raison, quand on sait, et ça fait partie des champs sur lesquels le SNDGCT est depuis très très longtemps engagé, que ce périmètre de responsabilité des directions générales n'est aujourd'hui absolument pas défini, et qu'il se traite au gré des jurisprudences et des situations qui se présentent. Donc cette question de loyauté à 360, c'est un vrai sujet qui concerne chacun et chacune. C'est-à-dire, c'est jusqu'où je vais. Et c'était d'ailleurs sur cette journée que vous évoquiez tout à l'heure, il y avait à la fois une introduction sous forme de conférence, et l'après-midi 3 ateliers qui ont amené les membres présents à s'exprimer où sont mes limites, et à partager où sont mes limites, dire ou se taire. Et puis le troisième point, c'était valeurs personnelles et valeurs collectives, et comment ces questions-là sont articulées. Et donc cette question de loyauté, elle est bien alors moi j'aime bien quel deal, ouvrez les guillemets, fermez les, pardon pour l'anglicisme, mais quel deal de confiance je pose avec la personne qui prend les décisions, qui est l'autorité locale, président, maire, et comment on se met d'accord sur une forme de partage de l'exercice de la fonction, non pas du pouvoir, mais des responsabilités en lien avec son rôle. Et puis, quel deal aussi de confiance je passe à la fois avec mon équipe de direction quand j'en ai une, ou avec l'ensemble des services, mais aussi avec le territoire, parce qu'on n'est pas seul dans son organisation, et qu'il y a un certain nombre de parties prenantes à l'échelle d'un bassin, par exemple, de travail, où on est, quand on est dans une métropole ou dans un grand ensemble urbain, on peut être DG dans une organisation, avec un collègue DG dans une autre organisation qui n'est pas du tout sur les mêmes registres d'orientation politique ou idéologique. Est-ce que pour autant, ça nous empêche de travailler, de préparer des décisions en étant chacune loyale à son organisation, mais tout en faisant bien la distinction entre quel est mon rôle et ma fonction de dirigeant ou de dirigeante, avec ma responsabilité pour faire en sorte que les rouages fonctionnent, pour faire en sorte que les gens se parlent, ou bien est-ce que je suis sur des formes de repli pour dire « Ah ben non, mon chef ne veut pas et donc je ne parle pas ». Bon, moi, je fais plutôt... Le CNDGCT pousse évidemment sur le premier volet. Mais ça appartient à chacun, et encore une fois, je crois que les choses sont très complexes, parce que autant de situations, autant de réalités différentes. Oui, parce que le risque, tout de même, c'est que si tel DG de telle collectivité n'essaye pas de revenir en permanence sur sa responsabilité et son rôle dans l'organisation, qu'il ou elle se retrouve dans une situation un peu, je dirais, culpabilisante.
en faisant presque une affaire personnelle, et dans laquelle il est complètement enfermé. Alors c'est vraiment ça, c'est pas une affaire personnelle, c'est avec ou sans moi, avec ou sans l'équipe de direction, avec ou sans les personnes en tant que telles, ce qui veut pas dire qu'on s'intéresse pas à la valeur intrinsèque, et que évidemment le jour où je ou il ou elle disparaît de l'organisation ou quitte l'organisation, il manque quelque chose s'il y a une vraie valeur ajoutée. Pour autant, la structure doit pouvoir être stable, stabilisée, et la ligne posée être assez claire. Et ça, c'est, de mon point de vue, la responsabilité de la direction générale, avec à la fois la traduction de l'impulsion politique, des orientations de mandat, et quand même quelque chose qui appartient à la responsabilité d'un dirigeant ou d'une dirigeante, en l'occurrence territoriale. Alors que, pour reprendre une formule de Samuel Diens, faisons un peu de droit. Alors faisons un peu de droit, Samuel. Quid de l'obligation de réserve dans tout ça, qui est souvent plutôt mal interprétée? Alors effectivement, là aussi, on a parlé de mots valises tout à l'heure, on pourrait réutiliser aussi ce terme-là pour l'obligation de réserve. Le grand professeur Jean Rivero, grand spécialiste de la déontologie et en particulier de l'obligation de réserve, disait que tout le monde parle de la réserve comme si tout le monde savait ce qu'était la réserve. Et quand on est confronté à des agents, à des dossiers, comme c'est notre cas, on s'aperçoit qu'il y a quand même une forte méconnaissance de ce qu'est réellement l'obligation de réserve. Donc, premier élément, avoir à l'esprit, l'obligation de réserve renvoie évidemment à la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression, elle a un statut très particulier dans le statut, c'est qu'elle n'y figure pas. Tout simplement parce qu'il y a la liberté d'opinion qui est consacrée, anciennement à l'article 6 de la loi de 83, avant qu'elle ne soit codifiée. Et cette liberté d'opinion, tout le monde assimile ça à la liberté d'expression. Or, le statut n'y attache pas du tout les conséquences que beaucoup attachent à ce lien qui est fait entre opinion et expression. La liberté d'opinion, elle est consacrée pour que les agents soient assurés que leur carrière ne soit pas marquée par la prise en compte de leurs opinions, qu'elles soient politiques, philosophiques, religieuses ou leur orientation sexuelle. Bref, on est là sur une logique qui est davantage une logique d'anti-discrimination plus que liée à la liberté d'expression. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette obligation de réserve, c'est elle qui finalement, en creux, définit ce qu'est la liberté d'expression de l'agent. Puisqu'il faut passer par l'obligation pour savoir quel est le périmètre, et Hélène l'a justement dit tout à l'heure, quel est le périmètre de ma liberté par rapport d'abord et avant tout à cette contrainte que j'ai dans l'exercice de mes fonctions et en dehors de mes fonctions, de faire attention à ce que je dis et surtout à la forme que je vais utiliser. Ce qui nous permet, c'est le deuxième élément, d'essayer de donner une définition, pour que là aussi il y ait une forme de matérialisation de cette obligation de réserve. Prenons la définition que le Conseil d'État s'est donnée à lui-même pour ses propres magistrats, dans sa charte de déontologie. Pour le Conseil d'État, il s'agit d'une abstention. Voilà, on va s'abstenir de tout acte ou comportement à caractère public qui se révélerait incompatible avec la réserve qui est due aux fonctions que l'on occupe. L'idée générale, en jurisprudence et dans ce que nous dit le Conseil d'État là aussi, c'est plutôt de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service par son expression, de ne pas déconsidérer le service auquel on appartient par une expression qui serait trop véhémente, trop politique ou qui serait trop excessive. Là aussi avec un terme qui est extrêmement subjectif dans son appréciation. Alors pour essayer de lutter contre cette subjectivité, le Conseil d'État nous dit, on va regarder 4 critères. On va d'abord regarder un petit peu où vous vous placez dans la hiérarchie. Et évidemment, on sent que là, les cadres de direction générale sont les premiers visés par ce critère-là, puisque plus on va être près de la sphère politique et du pouvoir décisionnel, plus on va attendre, et on y revient, cette obligation de loyauté, qui n'est pas une obligation de soumission, qui n'est pas inféodation, mais qui est respect, là aussi, de, finalement, la décision démocratique a été prise par les électeurs à travers les élus qui dirigent. Le deuxième critère, c'est la nature des fonctions. C'est pas tout à fait la même chose, parce que je peux ne pas être dans l'organigramme à un niveau très élevé, voire ne pas apparaître du tout, et avoir un rôle qui va faire que ma parole va avoir du poids. Un médecin territorial dans un conseil départemental qui n'apparaît nulle part dans l'organigramme, mais qui prend la parole sur le vaccin pendant la période de Covid avec une prise de position qui est radicalement contraire à celle de son exécutif, ça suffit. Parce qu'on a un médecin, on a un expert, on a un sachant qui prend la parole, et donc peu importe finalement son rang dans la hiérarchie, c'est sa fonction qui prime et qui donne cet écho finalement à sa parole. Troisième élément, et on parlait des réseaux sociaux, c'est évidemment ce critère-là qui est extrêmement visé par les réseaux sociaux, c'est le caractère plus ou moins public de l'expression.
plus on va avoir une expression publique qui va se démultiplier avec la caisse de résonance des réseaux sociaux, mais ça peut être aussi le cas de tribunes dans des magazines professionnels, dans des revues juridiques, évidemment, plus la réserve sera susceptible d'avoir été affectée. Et puis le quatrième et dernier élément, c'est le caractère excessif de l'expression. Alors je passe évidemment sur les expressions insultantes, injurieuses qu'on peut avoir vis-à-vis de son chef de service parce que on a eu maille à partir avec lui dans une journée manifestement un peu pénible. Mais les journalistes, les avocats, les dirigeants le savent bien, une plume acérée ou une parole acérée sans aucune injure fait parfois beaucoup plus de mal et donc a une portée beaucoup plus importante finalement que ce qui est injurieux, que ce qui est excessif. Et donc l'idée c'est que c'est ces 4 critères-là qui vont permettre de savoir si l'agent, et singulièrement le cadre, a méconnu son obligation de réserve. Le dernier élément, c'est finalement pour essayer là aussi de donner quelques orientations. Sur quoi cette parole peut-elle porter, ou plutôt sur quel champ cette parole ne devrait pas porter quand on est agent public. Le premier mot qui vient à l'esprit, c'est politique. Le problème, c'est qu'on a, nous, un seul mot, et que le terme politique revêt au moins 2 significations, que nos amis anglo-saxons, eux, ont bien ciblées, puisqu'il y a d'un côté ce qu'ils appellent les politics, et qui est effectivement la logique de politique politicienne, et d'un autre côté, les policies, c'est-à-dire les politiques publiques, pour traduire ça de manière très simple. Quand on est un agent public, cadre a fortiori, je pense qu'il faut s'éviter toute prise de position sur ce qui relèverait de cette approche politicienne que les anglo-saxons qualifient de politics. En revanche, parce que c'est le cœur du service public, c'est le cœur des politiques publiques portées au niveau territorial, une prise de position, préférentiellement on le verra dans le cadre d'une organisation collective plutôt qu'individuelle, avec un certain nombre de recommandations qu'on pourra formuler dans un instant, c'est évidemment sur ce terrain-là, à la limite qu'on peut, et je dirais même parfois que l'on doit entendre les cadres territoriaux, parce que qui mieux que celui qui met en œuvre la volonté politique pour savoir comment orienter, comment mettre en œuvre le lien avec l'administré, avec l'usager, pour qu'il y ait là une efficacité dans la politique publique qui appelle parfois une prise de position, mais qui ne sera pas contradictoire avec la collectivité et les dirigeants de sa collectivité. Alors le temps passe trop rapidement. Vous parliez tous les deux tout à l'heure évidemment de paroles et également de situations qui sont des situations d'alerte. On ne peut pas ne pas aborder l'article 40 qui, alors effectivement dans l'esprit de beaucoup et d'une certaine manière, vous en direz un petit peu plus, mais le risque presque assuré d'une fin de carrière, est-ce qu'on ne doit pas au moins le reconsidérer quand on parle de loyauté et d'éthique personnelle ? Alors c'est vrai que pose à tous les deux, moi j'avais un directeur général qui m'a beaucoup appris et qui me disait l'article 40 c'est une arme fatale. Et moi je lui répondais souvent, mais fatale pour qui ? Est-ce que c'est pour l'institution ? Est-ce que c'est pour l'exécutif qu'on a visé ? Ou est-ce que c'est d'abord et avant tout à très bref délai pour soi-même ? Effectivement, Hugues le disait justement, sans qu'il y ait une assurance de fin de carrière, en tout cas, on va compromettre un déroulement fluide de réputation. De la carrière, parce qu'effectivement, même si on est dans un grand pays, le mundillo politique est quand même assez restreint. Donc oui, l'article 40, il faut évidemment l'avoir à l'esprit. C'est pas une arme qu'on doit brandir en permanence, parce que c'est le syndrome de Pierre et le Loup, à force de dire qu'on va déclencher l'article 40 et que ça ne vienne jamais, on relativise complètement la portée du dispositif. En revanche, et on le disait en préambule, il y a à travers ce risque de l'article 40, une obligation qui est une obligation d'alerte forte, oui. Qui ne se limite pas à dire « attention, ça c'est pas possible ». Il faut parfois savoir écrire. Il faut parfois, avant d'en arriver à un article 40 ou à prendre le statut de lanceur d'alerte, comme c'est aujourd'hui possible, même si pratiquement c'est très compliqué pour un directeur général de devenir un lanceur d'alerte, même si juridiquement il n'y a pas d'incompatibilité, bien sûr, il y a cette dimension de l'escalade dans l'alerte. Voilà, il faut qu'il y ait une échelle où on va avoir des relations interpersonnelles, où on va ensuite peut-être faire jouer le collectif de la direction générale pour inciter sur le fait que certaines choses ne sont pas possibles. Et là, il faut qu'il y ait cette confiance dans l'équipe pour que justement il y ait cette possibilité de faire passer un message sur l'impossibilité, qu'elle soit juridique, financière, technique, opérationnelle d'un projet, par exemple, ou d'une décision, et finalement de garder l'article 40 que lorsqu'on est finalement dos au mur, et que il y a autant, avec l'article 40, à faire respecter la règle extérieure
que ses convictions personnelles. Je crois que c'est peut-être ça qui doit déclencher au final l'utilisation de l'article 40, mais avec effectivement beaucoup de prudence sur les suites qui peuvent être réservées à ce dispositif. Hélène, votre regard sur ce sujet? Je partage pleinement. Alors, ça vaudrait le coup de passer beaucoup de temps sur cette question-là, la prochaine émission, parce que c'est un sujet très vaste auquel le SNDGCT s'intéresse depuis très longtemps, avec des positions qui sont très complexes à tenir, qui embarquent les DGS, mais aussi les DGA, que cette question de loyauté, elle peut se jouer aussi entre DGA et DGS, et nous avons des exemples, et qu'en effet, il ne faut pas se faire d'illusions, la question du lanceur d'alerte ou de l'article 40 marque durablement une carrière, voire stoppe une carrière. Et que se pose toujours la question du « je reste ou je pars ». Et ça renvoie à cette question à ce sujet de la verticalité personnelle et à de la place qu'on occupe dans l'organisation et à la manière dont on perçoit la gravité des faits et aussi au fait de savoir qu'il y a des combats qui peuvent se conduire d'une autre façon parce qu'ils sont de toute façon perdus d'avance pour des tas de raisons. Qu'elle soit juste ou injuste, oui. En fait. Voilà, je m'en arrêterai là parce que le sujet est vraiment très très vaste et que ça mériterait vraiment qu'on puisse approfondir la question. Ce qui ressort des échanges qu'on a pu avoir, c'est que pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce métier, si je puis dire, parce que c'est un métier en tant que tel, de directeur général de service, directeur général de DGA, montrer à quel point il est complexe, exigeant et engageant et demande une réelle plasticité. Beaucoup de plasticité, beaucoup d'engagement, oui, de l'abnégation. Évidemment, beaucoup d'abnégation. De l'abnégation. Et aussi, sans doute, une réflexion assez profonde sur... pour vraiment travailler l'articulation entre... toutes les représentations issues aussi de l'histoire de l'administration et de la place des fonctionnaires auprès des élus et quand même trouver une place. Et alors moi, j'ai une expression, je dis que c'est pas parce qu'on a une place au soleil qu'on fait de l'ombre aux autres et que quand on est DGS, on sait où on habite aussi. Et j'insiste beaucoup là-dessus, exercer sa responsabilité, ce n'est pas exercer du pouvoir. Ce sont deux choses distinctes et on peut tout à fait être exposé. Et d'ailleurs, nous sommes exposés en tant que DGS, on le voit bien, même quand on n'a pas le souhait de l'être, être exposé, à assumer cette exposition, tout en étant, ainsi que l'a rappelé Samuel, absolument conscient des limites et des bornes et en ayant vraiment une grande lucidité sur les conséquences et les impacts de ses paroles et de ses actes. Voilà. Et je pense que c'est ce qui fait toute la valeur d'une direction générale pour un collectif d'élus, c'est de pouvoir compter sur des gens qui assument ça et qui osent s'engager dans le bon sens du terme pour éclairer les décisions, faire fonctionner les politiques publiques et piloter, manager, parce qu'on n'a pas parlé de cette partie-là, on l'a effleurée, mais la question managériale, elle est aussi fondamentale. Et les organisations publiques sont des microcosmes de la société, évidemment. Et je n'oublie jamais que les agents publics sont avant tout des citoyens et des citoyennes et qu'en fonction de ce qui se passe dans l'organisation, il y a un modèle qui se met en place, dont une question de modèle démocratique et de parole possible dans un cadre, évidemment, qui est celui que Samuel a très bien rappelé. On va s'arrêter sur ces mots-là qui ouvrent vers de nombreuses émissions. Merci beaucoup à tous les deux. Merci évidemment à la CASDEN de nous avoir permis de faire cette émission. Merci au syndicat aussi également qui est partenaire et à VK et à bientôt.